C'est l'homme de la semaine en Algérie, le ministre de l'Information, Monsieur Mohamed Mziane, qu'on voit ici. Sur cette photo, il rencontre le nouveau président du Sénégal, Monsieur Diomaye Faye. Vous savez que c'est le plan B qui a réussi à se faire élire alors qu'il était quelques jours à peine avant l'élection en prison, et j'ai eu l'humble privilège de participer à la réussite du plan B au Sénégal de façon à permettre à Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, de laisser la possibilité à son acolyte et secrétaire général du parti sénégalais, Monsieur Diomaye Faye, le soin d'être candidat éligible, et il a remporté les élections il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Sénégal l'objet de cette vidéo, c'est la conférence qu'a tenue le 11 février le ministre algérien de l'Information, où il a dit qu'il y avait 9000 journalistes dans le monde qui se déchaînent contre l'Algérie. Alors ne comptez pas sur moi pour alimenter cette polémique, je crois tout simplement que cette affaire des 9000 journalistes, c'est simplement un lapsus. Vous savez que j'en fais beaucoup des lapsus, parfois même je fais même des erreurs, et je reçois de nombreux commentaires de personnes qui me disent « Mais Rachid, tu t'es trompé en disant telle chose ou telle autre, ou tu as fait telle faute ou telle autre faute ». Donc je crois que cette affaire des 9000 journalistes, c'est simplement un lapsus, ou si ce n'est pas un lapsus, je crois peut-être, c'est la deuxième hypothèse, que c'est une opération de communication réussie de la part du ministre de l'Information algérien. Alors je m'explique. Ce monsieur n'est pas du tout un amateur en termes de communication. J'ai regardé son CV, et vous savez qu'il est licencié en histoire. J'ai eu le privilège d'être aussi licencié en histoire. Il est diplômé en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Alger. Il a écrit 5 livres sur la communication. Je vais vous en citer juste quelques-uns. Par exemple, Introduction à la théorie moderne de la communication en 2002, Les valeurs et les attitudes dans le monde de la communication en 2003, Communication éthique et village planétaire en 2006, Au bout des claviers, la société de l'information en 2007. Donc de là à dire que Monsieur Mohamed Mziane est un professionnel de la communication, il n'y a qu'un pas. En plus de cela, il a exercé plusieurs fonctions en termes de responsable de la communication, aussi bien au Maroc, à Tokyo au Japon, à New Delhi en Inde. Il a été ambassadeur au Mozambique, au Malawi. Bref, ce monsieur est un professionnel de la communication. Alors, lorsque je lis ça et là des journalistes, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, qui se déchaînent en disant « regardez le ministre de l'Information qui parle de 9000 journalistes ». Mais vous savez, en Algérie, c'est ça qui est extraordinaire. Suffit ou bien qu'on fasse une erreur, ou bien qu'on dise quelque chose qui n'est pas du tout, on va dire, dans les normes du bon sens, et tout d'un coup, on se fait attaquer. Ils sont tellement prévisibles, les Algériens, notamment les journalistes algériens. Alors, je vais revenir au fond de la conférence qu'a tenue le ministre algérien de l'Information. Il dit que l'Algérie est attaquée dans les médias internationaux. C'est une réalité, que ce soit 9900 ou 9, c'est déjà trop. Pourquoi? Car depuis que un auteur algéro-français a été arrêté le 16 janvier 2024 à l'aéroport d'Alger, c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où l'Algérie n'est pas attaquée, principalement en France. Ce n'est pas en Suède, ce n'est pas au Japon, ce n'est pas en Inde, ce n'est pas au Canada, ce n'est pas en Norvège, c'est principalement en France que l'Algérie est attaquée. Algérie en tant que pays, Algérie en tant que peuple, Algérie en tant qu'État,
Algérie en tant qu'identité. Donc ce que dit le ministre de l'Information, c'est une réalité. Alors maintenant, revenons aux propositions qu'il a faites devant les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication. Il parle principalement de formation des journalistes algériens. Alors oui, c'est une réalité. La majorité des journalistes algériens, et notamment les plus jeunes, car il y a deux catégories de journalistes algériens. Il y a les anciens qui avaient une grande culture, notamment une grande culture francophone, une grande culture de général, et les nouveaux journalistes, on va dire entre 20 et 35 ans, j'ai pu m'en rendre compte entre 2013 et 2019, lorsque j'étais actif sur la scène médiatique et politique algérienne, c'est vrai, et je vous le dis droit dans les yeux, mes chers concitoyens, vous n'avez pas du tout le niveau de culture générale et d'expertise en termes de communication que vos aînés. C'est une réalité et je ne pense pas être contredit par les grands journalistes algériens d'avant. Il suffit de comparer, je vous prends juste un exemple. Vous regardez le cas de l'Marhoum, le défunt Tahar Djaout, et vous regardez un journaliste aujourd'hui, je ne sais pas, moi je ne fais pas citer de chaîne, mais vous m'avez compris, il y a une différence, mais extraordinaire. C'est abyssal, la perte de culture générale entre le Marhoum Tahar Djaout et un journaliste lambda aujourd'hui qui travaille dans la presse écrite, radio ou télévisuelle algérienne. Donc le niveau de formation et de culture générale des journalistes algériens aujourd'hui est extrêmement faible. Alors je ne vous dis pas que le niveau des journalistes français est élevé. C'est vrai que entre Jean-Pierre Elkabbach et Pascal Praud, c'est exactement la même chose qu'entre Tahar Djaout et un journaliste arabophone aujourd'hui en Algérie. Il y a un monde. Il y a un monde. Donc oui, il faut absolument mettre l'accent sur la formation des journalistes et sur la culture générale des journalistes. Parce que j'ai l'impression que n'importe qui peut être journaliste aujourd'hui en Algérie. Et évidemment, les journalistes algériens ne font pas du tout le poids, je parle encore une fois des jeunes journalistes algériens, en comparaison avec leurs collègues dans le nord de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette question-là précise? Quand on voit par exemple dans le journal Le Point, où on parle des réseaux du régime algérien, où l'Algérie est massacrée. Quand on regarde Marianne, où on dit le chantage aérien, ça suffit. Il faut répondre à ces attaques-là. Comment on fait pour répondre à ces attaques-là? Est-ce que vous croyez que les journalistes algériens aujourd'hui sont capables de répondre à ces attaques-là? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Quand on voit par exemple que le Parlement européen exige la libération de cet auteur algéro-français, donc arrêté depuis le 16 novembre 2024. Alors, beaucoup de journalistes, d'intellectuels, d'hommes politiques, de diplomates disent « Mais comment l'Algérie peut-elle arrêter un écrivain? En plus, il est âgé. » Alors, il trafique l'âge. Parfois, c'est 75 ans, parfois, c'est 80. On ne sait plus. Vous savez, parfois, les journalistes français prennent des libertés avec la vérité ou la réalité. Alors, comment les journalistes algériens répondent à des intellectuels comme Alain Finkielkraut, académicien de statut, quand il dit que c'est pas normal qu'on arrête des écrivains? Eh ben, on leur répond avec un peu de culture générale. Je vous le concède que la France a emprisonné des écrivains. Ici Robert Brasillac, ici Charles Maurras. Non seulement elle les a emprisonnés en 1945, elle les a condamnés. Ici Charles Maurras, il avait 77 ans quand il a été condamné à perpétuité. 77 ans. Ici, Robert Brasillac, non seulement il a été condamné à mort, mais il a été exécuté. Donc,
c'est facile de répondre aux journalistes algériens, c'est facile de, pardon, c'est facile de répondre. Vous avez vu, j'ai fait un lapsus comme Mohamed Meziane. Mais c'est humain de faire des erreurs, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le fond. C'est ce qu'il a dit. Former les journalistes algériens afin qu'ils deviennent experts dans leur domaine. Alors moi, j'ai une culture générale, bon, c'est vrai, comme des milliers d'Algériens, alhamdoulilah. La plupart sont âgés, ceux qui ont de la culture. Les jeunes, beaucoup moins, j'ai pu observer. Donc Robert Brasillac a été exécuté par la justice française. Il avait tué personne, il avait juste écrit. Voilà, c'est un journaliste et un écrivain de talent, reconnu comme talentueux à la fois par la gauche et la droite française. Il a été tué. Et le général de Gaulle avait refusé de lui accorder la grâce. Oui, c'est comme ça qu'on répond aux intellectuels et les écrivains comme Alain Finkielkraut. Pardon, vous voyez, encore une fois, double erreur, vous avez vu? Bon, tout ça pour dire que c'est pas important de faire des erreurs, ou même si c'est une opération de communication. Ce qui compte, c'est le fond du problème. L'Algérie est attaquée aujourd'hui de toutes parts. Donc, comment on répond à un écrivain français quand il dit que l'Algérie n'a pas le droit d'enfermer un écrivain à cause de ses écrits? On répond Robert Brasillac, jugé, condamné, exécuté par la justice française le 6 février 1945, et on répond Charles Maurras, jugé, condamné à perpétuité alors qu'il avait 77 ans en 1945. Il était académicien, hein. Il faut lui rappeler à notre ami Alain Finkielkraut. Alors je continue. Comment on répond à des diplomates comme Xavier Driancourt, 2 fois ambassadeur en Algérie? On répond que la plupart des ambassadeurs algériens, pardon, encore une fois, 3e erreur, vous avez vu, 3e lapsus. On répond que la plupart des ambassadeurs français en Algérie font partie des services secrets. Et je l'ai démontré avec Bernard Bajolet et Barney Rémier, qui sont devenus, après leur passage à l'ambassade de France à Alger, les patrons des services secrets français, la DGSE. Et ce monsieur vendait des armes. Lorsqu'il était au Quai d'Orsay entre 1986 et 1989, au moment où l'Irak et l'Iran s'entretuaient. Oui, il n'en parle jamais de cela. Hein. Posez-lui la question à ce monsieur. Pourquoi il vendait des armes entre 86 et 89? Comment on répond à cet avocat-là qui, avec le génocidaire Netanyahou, François Imray, quand il dit qu'il va attaquer l'Algérie parce que l'Algérie a refusé de lui accorder un visa pour défendre l'auteur algéro-français dont je vous ai parlé, et ben on répond que mon avocat, Maître Shohra Abdelkader, s'est vu refuser l'attribution d'un visa pour me défendre lorsque j'étais emprisonné en France en octobre 2023. C'est comme ça qu'on répond. Et d'ailleurs, depuis que j'ai répondu et que mon avocat a répondu, il ne menace plus l'Algérie d'une plainte au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je poursuis. Lorsque nous avons un juge antiterroriste qui appelle à un coup d'État en Algérie, Mark Trevidic, comment on répond à ce monsieur-là? Eh ben, on répond que la France a massacré entre 1830 et 1962 5,5 millions d'Algériens. Il faut répondre au tac à toutes ces personnes-là. Je poursuis. Comment on répond au président de la République française lorsqu'il dit que l'Algérie est une création française et qu'elle n'existe que depuis la colonisation? On lui répond par des références historiques. Et M. Mohamed Meziane est licencié en histoire, donc il peut le faire lui aussi, évidemment. On lui répond, traité de Verdun, 1843. Le nom de France vient de la colonisation d'un peuple germanique qu'on appelait les Francs. Et un des grands rois, empereurs, France, c'était Charlemagne. D'ailleurs, ça veut dire Karl. Si les Français ont changé son nom, mais c'est Karl. Karl, c'est allemand, vous savez, c'est pas gaulois. Parce que l'ancien nom de la France, c'est la Gaule. Et à ce que je sache, Paris n'est pas la capitale de la Gaule, mais capitale de la France. Donc ça veut bien dire que, comme disait Alain Bauer, un grand criminologue, il disait que nous portons le nom de nos envahisseurs. Eh oui, quand je l'ai dit la première fois, les Français se sont moqués de moi, mais lorsque Alain Bauer
a repris mes propos, ah ben là, tout d'un coup, ça devient sérieux. Je poursuis. Lorsque le ministre de l'Intérieur et ministre d'État actuel, Bruno Retailleau, se permet quelques libertés concernant le droit des Algériens en France, il veut remettre en question les accords de 68, il remet en question le droit du sol, il veut interdire à des Françaises de se marier à des étrangers sans papier. Mais il faut répondre au tac à ces gens-là aussi. Bon, alors, il y a un magistrat qui vient de lui répondre en disant que la loi sur l'immigration, il l'a votée, et elle prévoyait justement des commissions ad hoc qui permettaient à des étrangers d'avoir des voies de recours lorsqu'ils étaient frappés d'un arrêté d'expulsion ministérielle. Il faut répondre à ces gens-là. Oui, il faut leur répondre sur le plan juridique. Donc, où sont les avocats algériens? Il faut mettre en place un front juridique pour défendre les étrangers, notamment les Algériens, contre ce ministre qui se voit président. Et c'est possible, vous savez, en politique, tout est possible. Hein. Je poursuis. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, ose dire que les accusations de la presse algérienne ayant trait à une opération de déstabilisation des services secrets français, il avait dit sur une chaîne de télévision française que les accusations de l'Algérie étaient infondées. Ben, il faut lui dire que lorsque il y a eu un attentat contre, meurtrier d'ailleurs, 4 morts et 20 blessés, contre le consulat d'Algérie à Marseille, est-ce que c'était infondé? Personne n'a été arrêté, personne n'a été jugé. 4 Algériens sont morts, Rabbi yarhamoum, et 20 blessés. C'est passé comme une lettre à la poste. Il faut répondre avec des informations historiques, littéraires, médiatiques, juridiques, diplomatiques. Lorsque vous avez une députée européenne qui ose dire que la France accorde 800 millions d'euros à l'Algérie, il faut lui répondre. Et ensuite, elle enchaîne, elle dit que les Algériens coûtent 9 milliards d'euros à la France. Il faut répondre avec des chiffres. Par exemple, il faut lui dire combien Total gagne chaque année grâce à l'Algérie. Il faut répondre avec des chiffres, avec des éléments factuels. Lorsque Monsieur Darmanin veut remettre en question, comme Monsieur Bruno Retailleau, les commissions ad hoc sur les étrangers, il faut lui répondre. Lorsque Monsieur Jean-Pierre Chevènement ose dire à l'Algérie, notamment au président algérien, vous devriez libérer cet auteur algéro-français, comme à l'époque, le général de Gaulle avait dit que on ne met pas en prison Voltaire. En parlant de Voltaire, il parlait évidemment de Jean-Paul Sartre. Mais il faut lui dire que le général de Gaulle, dans le tome 3 de ses mémoires de guerre, avait dit, dixit, en lettres comme en tout, le talent est un titre de responsabilité. Personne n'a répondu à Jean-Pierre Chevènement. Mais il faut avoir de la culture. Et tout ça, toutes les attaques de la France concernant l'Algérie renvoient à ce que Édouard Bernays avait théorisé dans son livre paru en 1928, c'est-à-dire la propagande. Oui, aujourd'hui, depuis le 16 novembre, l'Algérie est victime d'une opération organisée de propagande d'État, propagande intellectuelle, propagande médiatique, propagande diplomatique, propagande politique et propagande médiatique. Oui, nous sommes victimes, quatrième lapsus, d'une propagande organisée au plus haut niveau de l'État français. Alors, j'ai entendu, je reviens à nouveau au ministre de l'Information algérien, M. Mohamed Mziane, il disait qu'il n'a pas de problème avec, nous n'avons pas de problème avec le peuple et l'État français. Alors, j'aimerais faire cette distinction. Nous n'avons pas de problème avec la République française, car la République garantit les droits des individus, garantit la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais nous avons un problème avec l'État français. Il ne faut pas sous-estimer. C'est l'État français.
c'est-à-dire l'État profond, c'est-à-dire les services français, qui ont organisé toute cette propagande contre l'Algérie. D'ailleurs, il a parlé de l'AFP. Je rappelle au ministre de l'Information algérien que l'AFP est une agence de presse étatique. Donc c'est l'État français qui a mis en place cette opération de déstabilisation et d'attaque simultanée et coordonnée contre l'Algérie. Alors, l'AFP, Agence France Presse, fait partie des 4 grandes agences de presse mondiales. Il y a AP, l'américaine, Reuters, l'anglaise, il y a l'agence TASS russe et l'AFP française. Alors, est-ce que l'Algérie aujourd'hui a les capacités de transformer l'APS algérienne avec la même force de frappe que l'AFP? Je ne sais pas, tout est possible, vous savez, tout dépend de la volonté politique. Oui, c'est vrai que l'Algérie devrait avoir des correspondants dans le monde entier. C'est bien, mais je crois que ça ne suffit pas. Je crois que le ministre de l'Information a oublié de parler des centaines d'Algériens qui travaillent en France et qui peuvent jouer un rôle très important pour neutraliser cette propagande organisée par l'État français. De quelle façon? Déjà, il faut organiser les journalistes algériens qui travaillent en France, notamment en favorisant la création d'un syndicat, par exemple. Il faut financer des reportages, à la fois écrits, radio et télévisuels. Et il faut peut-être créer des passerelles entre l'Algérie, notamment le ministère de l'Information algérien, et ces centaines de journalistes qui travaillent aujourd'hui en France pour apporter la contradiction à tous ces journalistes français qui massacrent, qui torpillent matin, midi et soir l'Algérie dans les médias français. Car encore une fois, 90% des attaques contre l'Algérie viennent de France. Un tout petit peu d'Allemagne, parce que l'auteur algéro-français dont j'ai parlé avait obtenu le prix des libraires en Allemagne, mais encore une fois, le problème de l'Algérie, en termes d'information et de communication, vient de France. Il faut réfléchir à cela. Est-ce que nous avons un ambassadeur en France pour être le chef d'orchestre? Nous avons certes 20 consuls, mais avons-nous un pilote pour guider, orienter, organiser, donner des moyens à cette diaspora économique, politique, médiatique, intellectuelle? Aujourd'hui, je ne le crois pas. Donc, parmi les mesures qui ont été avancées par le ministre algérien de l'Information, je crois qu'il faudrait consolider, raffermir, soutenir, encourager le pouvoir médiatique de la diaspora en France, car il y a de nombreux journalistes qui pourraient aider l'Algérie à neutraliser ces attaques quotidiennes contre notre pays. Voici ce que je voulais dire aujourd'hui, suite à la conférence du ministre algérien de l'Information le 11 février tenue à Alger, en invitant mes compatriotes à cesser ces attaques gratuites qui ne servent qu'à maquiller leur petit ego, parce que nous avons beaucoup de qualités, nous les Algériens, mais nous avons un grand défaut, notamment la critique facile. Nous adorons nous moquer des autres. J'ai été la première victime d'ailleurs pendant de nombreuses années en Algérie. On m'a traité de populiste, on m'a traité de clown, on m'a traité de... on m'a taxé de légèreté en termes de programme et de réflexion. Alors depuis 2 mois que je m'exprime en français, que j'aborde des sujets géopolitiques, intellectuels, historiques, politiques, alors tout d'un coup l'image est en train de changer. Vous savez, c'est pas parce que une personne essaie d'avoir un langage, on va dire simple,
pour toucher le maximum d'Algériens qu'il faut le taxer d'imbécile ou de populiste. Kul haja fi blasatha, n'est-ce pas? Vous savez, dans ma famille, on m'a appris l'humilité. Ma défunte maman, Rabbi yarhamha, me disait souvent, Balak oulidi tatkabbar ala khawtek. Je me souviens quand j'ai décidé de m'engager en 2013, elle m'a dit attention, ma tkabbarsh alayhom, ma tatkabbarsh alayhom. Attention, attention, attention. Abqa basit, ma dinsaj bli rak oulid 9 jours. Elle me disait, n'oublie pas que tu es un enfant de 9 mois. Et je ne l'ai jamais oublié. Je suis un enfant de 9 mois, comme tous les êtres humains sur cette terre. Donc, s'il vous plaît, cessez les moqueries inutiles et essayez d'apporter une valeur ajoutée pour défendre notre pays. Car vous avez vu ce qui m'est arrivé en Algérie entre 2019 et 2023. Personne ne m'a obligé à m'engager en Algérie. J'assume la totalité de mon engagement. Et je n'ai aucun reproche à faire à mon pays, car c'est une décision que j'ai prise en âme et conscience d'essayer de participer à la vie politique algérienne. Je n'ai ni instinct de moquerie, ni instinct de vengeance, ni instinct de contradiction stérile. J'essaie d'être utile et je vous invite, là où vous êtes, à être vous aussi utile pour notre pays, pour lequel 5,5 millions d'Algériens sont morts. Et nos joutes sémantiques stériles ne servent qu'à fortifier nos nombreux ennemis, notamment en France aujourd'hui, car n'oubliez pas, la France aujourd'hui, la France politique, elle est fragmentée. Ce n'est pas le président Macron qui dirige la France. Ce n'est qu'un élément de ceux qui ont le pouvoir en France. Mais ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui veulent, en 2027, devenir les locataires du palais de l'Élysée, c'est-à-dire l'extrême droite avec Marine Le Pen et Bruno Retailleau pour les Républicains. Donc ce sont des groupes minoritaires qui aujourd'hui entretiennent ce tsunami médiatique, politique, diplomatique, intellectuel contre notre pays. Ne l'oubliez pas. Et ce serait une erreur de sous-estimer cette nuance, car le fait de ne pas intégrer cette nuance, le fait de ne pas bien analyser la situation, peut-être que cela nous met en porte-à-faux par rapport aux solutions qu'il faudrait mettre en œuvre, et notamment la question de la représentation diplomatique en France qui pourrait permettre une coordination intelligente de toutes nos forces pour neutraliser ces 9000 journalistes qui massacrent notre pays matin, midi et soir. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wa yarham shuhada inshallah.